On parle open data et des projets de la France. Quels sont ces projets? Qu'y a-t-il comme réalité derrière? Quelle est notre politique à ce sujet? On en parle avec Nadi Bouana, qui est déjà venu en plateau dans Smart Tech. Il est directeur interministériel du numérique, le pilote, coordinateur de la transformation numérique des services de l'État. Et on en parle également avec Éric Bothorel, député La République En Marche de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor et auteur notamment du rapport pour une politique publique de la donnée qui a été remis en décembre dernier. Alors, on a annoncé plus de 25 millions d'euros du plan de relance qui seront alloués à de nouveaux projets de valorisation des données de l'État. Cela fait suite au rapport, justement, que vous avez remis, monsieur le député, sur la politique publique de la donnée qui prône l'accès et le partage. Déjà, j'ai envie de vous demander, quand vous avez préparé ce rapport, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer ? Alors, les enseignements, ils ont été nombreux parce que ce rapport, on le voulait je voulais qu'il ne soit pas un rapport de geek parce que c'est un sujet qui est super techno en vrai. L'open data. Technique, ouais. Alors, il fallait à la fois faire un effort de vulgarisation et en même temps sans perdre le sens d'un certain nombre de subtilités, nuances technologiques qui font qu'on est obligé de composer avec et qui font les choses possibles ou impossibles. Pour autant, pour tenter d'avoir ce rapport sous cet angle-là, on a privilégié plutôt le sujet des cas d'usage et avec l'équipe qui a été constituée autour de moi, de Renaud Vedel et de Stéphanie Combe, on a, pendant des mois, mené un certain nombre d'auditions autour de ces sujets, et ça aboutit à une somme de recommandations, 37 au total, qui couvrent des champs qui sont très divers, en fait. À la fois des ressorts législatifs, des ressorts aussi RH, des ressorts d'acculturation. On part pas de zéro, quand même. On avait déjà Etalab qui s'occupait de l'open mais data. le sujet que m'avait confié le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, c'était pas finalement de se dire faites-moi la liste des jeux de données qu'on devrait ouvrir et qui ne sont pas totalement ouverts, parce que vous avez raison, il y avait déjà dans la loi Le Maire, dans d'autres rapports, un certain nombre de choses qui avaient été écrites et qui faisaient et qui fait encore que la France occupe un rang qui est un rang plutôt très honorable sur le champ de l'ouverture des données. Mais le sujet qui était exploratoire, c'était celui des données d'intérêt général. Le sujet qui était exploratoire, c'était pas de s'enfermer dans un match ouverture-fermeture, c'est de regarder quelles sont les modalités qui permettent une meilleure circulation de la donnée, l'accès, le partage, etc. Et c'est ceci que nous avons exploré, et c'est à partir de cette exploration que nous avons formulé des recommandations pour monter encore d'un cran, sans se limiter simplement, encore une fois, à ce match de l'ouverture versus la fermeture. Ça aurait été beaucoup de mobilisation de ressources pour finalement faire un inventaire qui est à la portée de toutes et tous. Nadi Bouana, la stratégie de data dans le service public, ça c'est vraiment votre spécialité. Donc d'où on part, où on va, ça ce serait ma première question. Et la deuxième, vous pourrez enchaîner dessus, c'est pourquoi c'est un enjeu important. Tout d'abord, c'est un enjeu important parce que la data, c'est un des moteurs de la transformation numérique de l'État. Lorsqu'on regarde les baromètres internationaux, comme l'a dit Éric Bothorel, la France est bien située sur l'open data, mais il y a d'autres domaines. Par exemple, le partage de la donnée entre administrations, ce que l'on appelle le dites-le-nous une fois, donc la simplification vue des Français, sur lequel on a vraiment des marges de progrès. On le dit beaucoup plus d'une fois. Ouais. On le dit assez souvent, de moins en moins, mais on continue à le dire assez souvent. Et donc, la stratégie data, c'est un continuum. C'est un cycle de vie complet de la donnée. Et en fait, à quoi ça sert la stratégie data au sein de l'État? D'abord, ça doit servir à prendre de meilleures décisions. De meilleures décisions collectives. D'ailleurs, ça peut servir aux politiques, ça peut servir aux parlementaires pour orienter la politique, mais aussi de meilleures décisions individuelles. Lorsque vous instruisez le dossier d'un demandeur, c'est important de disposer de toute l'information utile. Donc ça doit simplifier la vie des Français, c'est ce que je disais avec le dites-le-nous une fois. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à aller un peu plus loin que ce que l'on faisait jusqu'à présent, qui consistait à attendre qu'un citoyen se présente à un guichet public et fasse une demande. Avec la donnée, on est capable d'anticiper, de lui signaler que ses titres d'identité vont expirer ou qu'il pourrait bénéficier de prestations auxquelles il ne bénéficie pas encore. Et puis la donnée, lorsqu'elle est ouverte vers l'extérieur, c'est un puissant moteur de génération de valeur économique. Et enfin, et je pense que ça c'est un des points fondamentaux et qui a été très bien rappelé dans le rapport, c'est l'enjeu de transparence. Sur l'action publique, et c'est quelque part
établir ou prolonger la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Oui, parce que c'est ça, Éric Bothorel, la magie de l'open data. C'est que ça peut recréer de la confiance, finalement. On peut l'illustrer, écoutez, par rapport à la façon dont on a géré, par exemple, la crise pandémique et surtout la façon dont on a communiqué. Observons que la confiance qui a été accordée à Guillaume Rosier, pour ne citer que lui, puisqu'il fait partie d'une large communauté. De l'administration française. Mais quasi. Mais ceci dit, d'abord, il fait partie d'une large communauté de réutilisateurs. Il n'a pas été le seul à réutiliser les jeux de données publiés par Santé publique France et d'autres encore. Mais sa capacité à pouvoir traiter la donnée, la visualiser, la faire parler, lui donner du sens par rapport aux actions qui sont menées chaque jour sur le terrain, il s'est installé comme tiers de confiance entre la puissance publique et les Français. Je suis intimement convaincu que si nous n'étions pas dans une logique d'open data et si nous avions dû, par exemple, garder les données, communiquer de manière très institutionnelle, nous aurions été probablement sous les feux d'un certain nombre de contestations sur « ceux-ci nous mentent, ces chiffres ne sont pas les bons ». Ça n'est pas vrai, le rythme de la vaccination n'est pas celui qu'on nous décrit. Observez que le fait que ce soit Guillaume Rosier a installé finalement une forme de confiance entre les Français et la puissance publique. Mais ce qu'il a fait, c'était possible grâce à l'ouverture des données. Mais bien évidemment, et il le rappelle, moi je trouve, enfin on se connaît maintenant assez bien avec Guillaume parce qu'on a beaucoup œuvré pour faire en sorte que ces données soient accessibles. Il a fallu le faire dans le courant, y compris sur le champ de la vaccination encore récemment. Et bien évidemment qu'on a eu des échanges sur la capacité de pouvoir mobiliser notamment le ministre de la Santé. Ce n'était pas forcément écrit d'emblée. Moi, je crois qu'une des caractéristiques de la lutte contre la pandémie, elle repose sur le fait que nous l'avons fait de manière totalement transparente en utilisant massivement l'open data, et ça s'est traduit notamment par la publication des données par Guillaume Rosier, et ce formidable travail qui a été repris par la presse, par les médias, etc. etc. Personne ne conteste aujourd'hui que nous soyons à 30 millions de vaccinés. Mais j'imagine que si ça avait été une autre modalité de communication avec des données fermées, probablement que vous auriez un nombre assez conséquent de gens qui vous démontreraient par A plus B que finalement ce que l'on dit là est faux. Donc c'est une arme de lutte contre le complotisme, l'open data. Anti-fake news. Ouais, en tout cas, c'est très effectivement factuel. Est-ce qu'on a une doctrine, nous, en France, en particulier, sur l'open data, qui nous différencie des autres pays ? Cet exemple, je pense, est très intéressant. En fait, à la base, il faut accepter, et c'est un réel travail au sein de l'État, il faut accepter que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Donc ça a été accepté. Et cette stratégie d'open data, elle est là justement pour être capable de susciter l'engagement de la société civile aux côtés de l'État sur des politiques publiques qui peuvent bénéficier réellement de cette expertise, de ces talents qui ne sont pas présents au sein de l'État. Et c'est vraiment cet écosystème, moi j'appelle ça l'État-réseau, par opposition à l'État-silo. C'est vraiment cet écosystème, ce réseau d'acteurs au sein de l'État, dans les collectivités territoriales, dans la société civile, des entreprises, des associations, des étudiants, qui sont aujourd'hui capables de construire un service public de meilleure qualité. Et ça fait vraiment partie de la stratégie de l'État dans le domaine de la donnée. Ça passe par une ouverture maîtrisée de ces données. Évidemment, on n'ouvre pas tout. Il y a des données qui sont confidentielles, il y a des données qui pourraient, si elles étaient ouvertes, compromettre les libertés individuelles. Donc nous faisons par bien exemple, attention dans des périodes électorales. Par exemple. Mais cet appui finalement sur les plateformes mises en place par l'État, que sont data.gouv.fr, qui est une plateforme d'ouverture des données, ou sur les API, api.gouv.fr, qui est une autre plateforme qui permet de faciliter la réutilisation des données par des applications informatiques. L'ouverture de ces deux plateformes, justement, a vu se constituer un écosystème d'acteurs tout autour, et la création de services comme Guillaume Rosier l'a fait avec Covid Tracker, Vitmados et d'autres personnes, des centaines de personnes. Alors, les ministères avec qui vous travaillez, les préfets de région, ont reçu une circulaire de Jean Castex dans laquelle il rappelle justement que la politique de la donnée doit être une priorité stratégique de l'État. Moi, ce que je veux savoir et comprendre, c'est comment ça va se matérialiser, ça. Qu'est-ce qui se passe derrière cette circulaire de Jean Castex ? Très rapidement, mais je sais céder la parole plutôt à Nadi Bouana là-dessus. C'est la déclinaison de la mise en œuvre des recommandations que nous avons posées en fin d'année dernière. Encore une fois, il y avait des sujets qui relevaient du réglementaire, de la partie RH, etc. Le sujet, je vais laisser M. Bouana de la DINUM aller sur le champ de la concrétisation de ces recommandations. Mais ce que ça dit
pour ce qui me concerne, en tout cas, la lecture que je peux en avoir, c'est que d'abord, c'est très encourageant parce qu'on est dans la continuité des recommandations que nous formulions. Et ensuite, on est soucieux d'avoir les choses à la fois sur des éléments extrêmement centraux et en même temps sur des choses en région. Dans les circulaires, il y a aussi des éléments d'ailleurs sur les collectivités territoriales. Il est essentiel que le sujet de l'open data irrigue l'ensemble des services publics en général, que ce soit l'État déconcentré ou les collectivités. À ce titre, parmi les recommandations qui sont faites et parmi les demandes qui sont faites, avec des calendriers qui sont très contraints, parce qu'il y a des choses qui doivent intervenir pour le 15 juillet avec des mises en forme et rendues publiques au mois de septembre, mais écoutez, le Premier ministre, finalement, il décline les recommandations qu'il s'est lui-même appropriées au travers du rapport que je lui ai remis et qui porte l'estampille de Matignon. Je vais peut-être laisser M. Boana. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je voudrais déjà commencer par remercier Éric Bothorel pour son rapport, parce que ça permet de mettre un coup de projecteur sur des initiatives. Et dès lors qu'il y a un coup de projecteur politique sur des initiatives portées au sein de l'État, ça permet de bénéficier de moyens, de ressources additionnelles et d'un engagement de l'ensemble des ministères. Et un des premiers apports. Alors comment on fait pour que ce rapport, justement, ne reste pas dans un placard? Donc là, on a une première circulaire, ok. Non, mais c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le rapport qui fait un constat. Là, la circulaire, qui est une circulaire du Premier ministre, qui fixe la feuille de route, qui dit ce qu'il faut faire. Et là, on rentre dans un troisième temps, qui est la mise en œuvre de cette circulaire. Concrètement, c'est faire en sorte que dans chaque ministère, nous ayons un administrateur ministériel des données, donc une personne avec une équipe autour de lui, qui est capable de fédérer l'ensemble des acteurs ministériels. La gouvernance des systèmes d'information et de la donnée au sein de l'État, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. Il y a énormément d'acteurs, et le fait de structurer des responsables pour que ça bouge, c'est déjà un premier temps. Le fait d'avoir annoncé l'ouverture de plus d'une soixantaine de données, de codes sources, d'algorithmes, avec un séquencement tout au long de l'année qui se fait, c'est des choses très concrètes. Nous sommes en train de mettre en place un plan d'action logiciel libre également pour favoriser l'ouverture des codes sources qui sont produits par les administrations, mais également utiliser des logiciels libres de qualité chaque fois qu'ils existent. Tout ça, ça existait dans le rapport. Donc ça, c'est le portail code.gouv.fr. C'est ça, c'est le portail code.gouv.fr. Ça existe dans le rapport, ça existe dans la circulaire, on le met en œuvre. Et puis, il y a également un volet RH, c'est-à-dire que pour réussir la politique de la donnée, il faut que l'État puisse internaliser des compétences, puisse travailler avec des partenaires. On trouvait ça là aussi dans toute la chaîne, rapport, circulaire, mise en œuvre du plan d'action. Il y a un lien entre logiciel libre et open data ? Il y a une approche, il y a une sensibilité, en tout cas une façon de voir les choses. Une philosophie, oui. Alors au-delà de la caractéristique propre et intrinsèque à l'open data ou les codes sources, donc côté plutôt données d'un côté, logiciel de l'autre, c'est le travail collaboratif qui va caractériser finalement cette communauté de choses au travers des logiciels et de la donnée. Sur ce portail code.gouv.fr, l'April a quand même lancé un petit avertissement. Alors ils disent qu'il faut que ce soit une véritable forge logicielle publique qui accueille des codes sources produits par les administrations librement accessibles et pas un simple portail qui donne des liens vers des codes hébergés, vers des forges extérieures. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui du portail sur le code open source ? L'important du logiciel libre, c'est de favoriser sa réutilisation. Oui. On n'a aucun intérêt à imposer aux différents développeurs un lieu unique dans lequel venir déposer ces codes. Il y a des pratiques qui ont été largement mises en place dans les équipes de développement. Il faut faire avec ce que l'on a. Pour être pragmatique, code.source, sa finalité, c'est de référencer les logiciels libres qui sont développés par l'administration et de favoriser leur réutilisation. Donc c'est juste un annuaire en fait, c'est pas un endroit où on va chercher son code. C'est un annuaire et c'est aussi la possibilité de promouvoir des codes qui ont une vraie valeur ajoutée. Il y a un peu tout dans les codes qui sont ouverts. Il y en a certains qui vont avoir une vraie valeur ajoutée, un vrai enjeu de réutilisation. C'est cela que l'on veut promouvoir et c'est cette promotion des codes qui va faire qu'ils seront réutilisés. Davantage que l'endroit où on dépose ces codes. C'est pas un enjeu majeur ça. Il n'y a pas de recette miracle pour traiter le sujet de l'intimité nécessaire à installer entre les communautés de réutilisateurs et les producteurs. Mais c'est un élément clé de la réussite et finalement le fait de pouvoir faire naître soit l'innovation, la richesse, la réutilisation, etc.
tout ça ne peut exister que si vous animez un écosystème qui sait se parler C'est ça, entre faut les producteurs. mobiliser la qui font un communauté. effort. Ouais. Et oui, parce que trop souvent, on peut imaginer que finalement l'open data, comme c'est, l'ouverture des données, le droit nous dit que c'est par défaut, donc que font-ils à ne pas le faire, et donc il peut y avoir un regard soit à la fois inquisiteur ou exigeant vis-à-vis des producteurs, mais c'est un vrai travail. Enfin, je veux dire, c'est un travail dans le design des systèmes d'information, c'est un travail qui mérite finalement la reconnaissance de la communauté des réutilisateurs. Et c'est vraiment l'animation de cet écosystème qui est fondamentale. Donc au-delà, j'allais dire, des sites, des lieux où on dépose, etc., ce qui compte surtout, c'est de créer cette intimité qu'on trouve parfois, l'état d'esprit qu'on trouve dans les hackathons, Startup Weekend, où les gens se mettent autour d'une table sans connaître celui qui était là avant, mais ils vont décider de travailler ensemble. Et c'est essentiel, et c'est ce que fait d'ailleurs parfaitement Pas facile de parler la même langue. Non, aussi, hein. Ça, c'est un point très important, celui de l'animation. En fait, le but de toute cette politique de la donnée et des codes sources, c'est pas simplement de cocher la case et dire qu'on l'a fait. C'est de faire en sorte que ce que l'on fait, quand on ouvre du code, quand on ouvre de la donnée, on ait des communautés qui les réutilisent. Donc ça passe par la qualité des codes et des données, ça passe par la documentation, pour faciliter la vie de ceux qui vont réutiliser. C'est ça le vrai enjeu, c'est construire des écosystèmes qui sont larges et qui dépassent le périphérique de l'État. On pourra ne le voir qu'avec le temps, si ces nouveaux outils sont utilisés. Est-ce que vous avez des exemples de projets, parce qu'on parlait concrètement à quoi ça va ressembler, de projets open data qui vont démarrer? Moi, je vais vous parler de projets qui manipulent le cycle de vie de la donnée. Il y a de l'open data, mais il y a également de l'acquisition de données. Un des exemples phares, on a beaucoup parlé des données sanitaires avec les ouvertures des données et leur réutilisation, mais un des exemples phares, c'est la base d'adresse nationale, ce que l'on appelle la BAN. C'est mettre à disposition les rues, les villes, etc., pour qu'un très grand nombre d'acteurs les réutilisent. Aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'utilisations par mois de ces jeux de données, et c'est dans toute la France, par un très grand nombre d'acteurs associatifs, entreprises. Il y a un autre exemple qui peut être intéressant, là, celui-là il est dans l'autre sens, c'est Signal Conso. C'est la possibilité que des citoyens signalent, et donc quelque part c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, qu'ils apportent de la donnée à l'administration, qu'ils signalent des problèmes de concurrence, de consommation, pour que l'administration puisse faire un meilleur travail d'analyse, de lutte contre la fraude, de lutte contre la non-qualité. Et ça, c'est deux exemples. On pourrait également en citer un autre, qui tient beaucoup à cœur d'Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation publique, c'est le baromètre des résultats. Le gouvernement prend des engagements et il dit de manière très transparente ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait et où ça a été fait. Et cette transparence qu'on évoquait tout à l'heure, elle est nécessaire pour développer la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Alors à venir, moi j'ai vu qu'il y avait aussi une plateforme qui réunirait toutes les données relatives aux entreprises. C'est un projet qui est baptisé Base de connaissances des entreprises, BCE. Ça devrait voir le jour courant 2022. Vous avez des informations plus précises à nous communiquer là-dessus ? Moi, je pourrais vous parler d'un annuaire des entreprises qui vient d'être lancé par ma direction, donc qui est annuaire entreprise.data.gouv.fr, qui permet d'accéder très facilement à la donnée légale sur les entreprises et qui va de plus en plus permettre aussi aux chefs d'entreprise... On marche sur les plates-bandes finalement d'entreprises privées qui fournissaient ce type de service. C'est de la donnée publique. Ce sont des données qui sont acquises. Ça change quelques modèles économiques au passage, l'open data. Ça change les modèles économiques, oui, enfin ça en crée d'autres. Encore une fois, l'innovation, elle va naître de ça et elle va permettre... un mauvais exemple pour Guillaume Rosé, parce qu'il a choisi de ne pas monétiser finalement ses activités, mais à l'origine d'un certain nombre de cas d'usage ou de fonctionnalités ou d'applications, il peut y avoir de la donnée publique. Donc c'est plutôt création de richesse. Inviter ici Sébastien Soriano, on l'a déjà fait. Voilà, et qui fait un formidable travail, notamment sur le sujet de l'animation des écosystèmes, et qui continue bien évidemment le sujet de l'accélération. Après, il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées. Moi, je ne perds pas de vue qu'il y a certains champs ministériels qui sont moins matures que d'autres, et je vais continuer, bien évidemment, de les... Donc vous allez surveiller si toutes les recommandations... Surveiller, non, c'est pas vraiment mon ADN, la surveillance, mais en tout cas, observer avec bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a comme piège principalement dans ce type de projet, les pièges à éviter? Vous avez dû les identifier, Éric Bothorel. Les pièges, je ne sais pas si on peut parler de pièges en particulier. Revenons sur le point précédent. S'il n'y a pas... de la part des réutilisateurs, la reconnaissance du travail et de l'effort qui a été fourni par les producteurs, alors vous allez nourrir un des freins
extrêmement majeur et récurrent que l'on trouve à la non-ouverture. C'est celui de détenir de la donnée, de dire « je m'expose aux autres, je ne suis pas sûr que ma donnée soit de qualité et donc je ne vais pas l'ouvrir ». Ça, c'est un frein qui est encore ancré dans nos administrations, c'est un frein qui est encore ancré à certains endroits. Et c'est vrai que c'est celui contre lequel il est parfois le plus difficile de lutter. Et la recette, c'est encore une fois de faire confiance à l'ouverture, parce que c'est par l'ouverture et c'est par le regard de l'autre, dans sa capacité à pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien, mais de manière apaisée, de manière bienveillante et de manière constructive, que les choses progressent. Donc voilà, peut-être non pas un des freins, mais un des leviers encore sur lesquels il faut pouvoir agir. Merci beaucoup. Oui, on arrive à la fin. Juste un mot, vous vouliez dire un Non, mot je voudrais simplement signaler qu'il y a un autre enjeu important. C'est que ces données qui sont ouvertes ne soient pas captées exclusivement par les plus grands acteurs internationaux et qu'on ait aussi un écosystème de GovTech française et européenne qui se développe. Merci beaucoup. Merci Éric Bothorel, donc député La République En Marche de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Et merci Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique. Juste après la pause, on part pas à l'E3, mais enfin on va se faire un résumé de l'E3 qui est le rendez-vous annuel des gamers.